Bonsoir. Alors, saviez-vous que dans notre contexte actuel, un collaborateur sur deux était prêt à quitter son entreprise? Donc, c'est votre manager, c'est votre manager, c'est votre collègue. C'est probablement une personne sur deux parmi nous ce soir. Je ne vais pas demander les noms, mais vous vous reconnaissez. Et saviez-vous que de l'autre côté, le jeu vidéo avait été déclaré comme bon pour la santé par l'OMS pendant le confinement? Saviez-vous aussi que le marché du jeu vidéo dépasse à lui seul celui du cinéma et de la musique réunis, et même dans une ère pré-Covid, où on pouvait aller au cinéma du coup. Donc, ok, quel est le lien? Est-ce que je vais vous dire d'organiser des séances de jeu entre collègues pour se détendre? Ma foi, ça ne serait pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est l'engagement. Pourquoi retourne-t-on encore et encore jouer? C'est peut-être vous, c'est peut-être vos enfants, c'est peut-être votre maman sur Candy Crush qui passe des heures sur des jeux. Alors oui, il y a le fun, il y a le plaisir, c'est pas comparable, Sarah, avec le travail. Peut-être que vous dites ça. Alors déjà, pourquoi pas? Pourquoi le travail doit être, pour moi, le travail doit être une source de satisfaction pour engager réellement. Et puis du fun, il en existe plein de sources. Et pourtant, le marché n'est pas aussi dingue que celui du jeu vidéo. Donc essayons d'aller plus loin. Quel levier on active dans le jeu vidéo et pas dans le travail? Parce qu'il faut bien penser, en fait, on est tous des joueurs. Depuis la naissance, on est programmé pour jouer, pour apprendre. Et bien, en fait, ces joueurs qui sont en nous, ils s'arrêtent pas d'être, ils n'arrêtent pas d'avoir des besoins psychologiques au moment où ils passent la porte de l'entreprise, ou alors au moment où ils lancent Teams ou Zoom, plutôt actuellement. Alors, vous pensez peut-être à la gamification. Vous savez, les récompenses type badge, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les leviers de motivation extrinsèques, qui sont utiles, comme les avantages en entreprise, les primes, la visibilité. C'est des leviers qui vont rythmer l'engagement, qui vont créer des pics d'émotion, qui vont créer du plaisir, comme dans un jeu vidéo quand on gagne un trophée. Euh, Lorsqu'ils sont bien faits, ils nourrissent l'engagement, mais ils ne le créent pas profondément. Je vais vous parler de 3 piliers qui sont utilisés dans le jeu vidéo pour créer l'engagement. Donc, première question, pourquoi certaines personnes sont addictes à Candy Crush? Parce qu'en fait, Candy Crush nourrit le premier pilier qui est le sentiment de compétence. On nourrit le sentiment de compétence en donnant, par exemple, des feedbacks immédiats. Plus on a des feedbacks proches et plus on voit que nos actions ont un impact qu'on peut évaluer et du coup ajuster, plus on peut facilement atteindre l'état de flow. L'état de flow, c'est ce qui fait que Beyoncé déclare pouvoir danser 12 heures d'affilée et préparer une chorégraphie, parce qu'en fait, chaque geste a un impact et elle peut évaluer sa progression. C'est ça qu'on va essayer de rechercher avec du feedback immédiat. En accentuant les célébrations aussi, puisque j'ai un feedback sur ce que je fais et je peux évaluer si c'est réussi et le célébrer. Vous voyez peut-être les feux d'artifice dans Candy Crush. Le feedback immédiat, c'est peut-être probablement ce qui nous manque actuellement le plus dans le travail à distance et qui donne un regain d'intérêt énorme pour tous des métiers comme boulanger, par exemple. Les écoles de boulangerie sont actuellement saturées de demandes de candidature. Premier pilier, donc. Deuxième pilier, je vais vous parler de Zelda. Pourquoi Zelda est-il si populaire? Parce que Zelda, et notamment le dernier Zelda Breath of Wild, nourrit un sentiment d'autonomie. Prenons l'exemple de l'onboarding de Zelda. Mon joueur est lâché en fait dans un espace qui est protégé, c'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas mené toutes les quêtes et appris toutes les fonctions essentielles pour réussir son jeu, il n'accède pas au reste de la carte et donc il n'accède pas au reste de l'aventure. Cependant, le joueur est mis en action, donc il est libre de son temps, de sa progression, de s'exercer, il peut refaire et refaire s'il en a besoin, ou alors il peut aller directement au boss s'il le souhaite, il est autonome et il a le contrôle de son avancée. J'aimerais développer un peu cette idée-là sur le sujet de l'onboarding. La directrice UX, User Experience de For Honor, qui est un jeu Ubisoft, un jeu en ligne, le dit clairement. Un onboarding réussi, ce n'est pas les 30 premières minutes, c'est des dizaines, des centaines d'heures et c'est à chaque nouvelle connexion. C'est pareil pour vos collaborateurs. L'onboarding ne se joue pas le premier jour ou même la première semaine. Alors certes, l'accueil est crucial et c'est un moment fort et clé en termes d'émotion et d'engagement, mais donner toutes les informations tout de suite, c'est plutôt mettre le collaborateur en position de vase à remplir d'informations et donc c'est aussi créer du stress. Et un onboarding réussi, c'est des émotions et des apprentissages qui sont étalés dans le temps. Et surtout, c'est passer à l'action. Dans les jeux vidéo, un onboarding réussi, c'est dans les 2 premières minutes, on a fait une action et on a compris quelle était la valeur et la proposition du jeu. Ça doit être pareil pour un collaborateur. A-t-on besoin de tout savoir le premier jour? Probablement pas, puisqu'en fait, quand on sera confronté à la situation, on va demander à ses collègues. Donc l'idée, ça serait plutôt de mettre en action, de créer un espace intéressant, ou enfin en tout cas adapté
pour pouvoir pratiquer sur les fonctions qui sont celles du collaborateur et les valeurs qui sont celles de l'entreprise. Quand on est dans un jeu, on n'est pas là dans l'observation jusqu'au boss final. En fait, on va d'abord comprendre, par exemple, on a une nouvelle arme, découvrir l'arme, l'utiliser dans un espace protégé, pratiquer progressivement dans des situations et avec des adversaires de plus en plus difficiles jusqu'au boss final. Ben, c'est pareil en fait. Donc, on pourrait en parler à un moment, mais j'ai envie de vous parler du troisième pilier. Donc, on a la compétence, l'autonomie, et le troisième, c'est ce qu'on appelle la relatedness. Donc, c'est pas facile à traduire, mais on va dire que c'est la relation à l'autre. Donc, un des jeux qui a explosé pendant le confinement, vous connaissez peut-être, c'est Animal Crossing. Animal Crossing, on est sur une petite île, on développe sa petite île, on achète des maisons, on a des gens qui viennent s'installer sur l'île, on crée des liens avec eux, et puis on peut aller visiter les îles de ses vrais amis dans la vraie vie et partager des choses ensemble. On nourrit un besoin de connexion à l'autre et au personnage de l'île. Et en fait, chacun de ces aspects et chacun de ces jeux nourrit un besoin différent. Et j'insiste sur le différent. Il n'y a pas qu'un joueur, il n'y a pas qu'un jeu parfait, comme il n'y a pas qu'un collaborateur ou une entreprise parfaite. Et même dans l'entreprise, il n'y a pas qu'une expérience collaborateur. Donc là, mon point vraiment, c'est de vous questionner sur quelles sont les valeurs de votre entreprise. Est-ce qu'on est plutôt sur des besoins de compétences, d'autonomie, de connexion à l'autre, parce qu'on ne peut pas être à 100% sur tout. Donc, comment faire refléter ces valeurs-là? Questionnez-vous sur les personnes qui sont en face, donc les collaborateurs, les managers, vos pairs, et en fait, essayez d'aligner ça et de faire vivre dès le premier jour, dès l'onboarding, et de nourrir les besoins psychologiques pour donner l'espace nécessaire. Parce que vous pouvez retenir provisoirement avec des récompenses, mais vous allez engager durablement en vous inspirant des jeux vidéo.